De plus, le mariage, c'est un moment qui génère énormément de dépenses et en termes de dépenses, vous avez par exemple donc, le lieu de réception. Donc ça, c'est, une dépense qui est, indispensable. Parmi les dépenses indispensables, il y a également le traiteur et le traiteur, généralement, c'est plus de 50 du budget. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincus que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Marie, je suis contente de te recevoir sur le podcast. Je trouve que c'est important de dire en introduction à la femme qui nous écoute que tu es une de mes meilleures amies, une de mes amies les plus proches, des amies qui m'a connue dans toutes mes aventures. Et j'ai fait quelques fois référence à toi parce que tu es une de mes seules amies qui a reçu, entre guillemets, une éducation financière quand tu étais petite. Et tu es la seule amie que j'ai, d'ailleurs, qui, toute jeune, savait déjà gérer son argent. Donc, d'ailleurs, maintenant, je ne sais pas s'il y a un lien, hein, tu es comptable. Donc, tu es toujours dans l'écosystème des chiffres, gérer l'argent des autres, les comptes de résultats, tout ça. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler des enjeux financiers liés au mariage, parce que tu vas te marier. Comme je sais que tu gères parfaitement bien ton argent, je me suis dit non, mais elle a des leçons à donner aux autres, notamment à moi qui n'y connais rien et je pense que je suis même pas prête de me marier tout de suite. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? OK, très bien. Merci beaucoup Vanessa. Bonjour à toutes. Donc, je suis Marie, j'ai 34 ans. Je suis diplômée de l'École supérieure de commerce d'Amiens, donc, avec un master en comptabilité, contrôle de gestion, audit et je suis également diplômée de, la faculté d'Amiens en sciences politiques. Aujourd'hui, donc, j'exerce, le métier de, comptable général. Donc ça fait plus de 6 ans que j'exerce donc la profession, de comptable général, comptable reporting, que ce soit donc dans le secteur, des nouvelles technologies, le secteur de la finance de marché également, donc, où je suis passée et aujourd'hui donc je suis dans le secteur des assurances et de la gestion des actifs. Donc, comme le disait, tout à l'heure, Vanessa, je suis dans la période donc, de la préparation de mon mariage et donc ce thème, j'en avais discuté avec Vanessa, donc je me suis dit: «Très bien, ça tombe bien qu'on puisse, aujourd'hui échanger, sur ce sujet» et d'ailleurs, on est, au mois de mai, donc là, c'est, la saison des mariages qui commence et pour moi, donc c'est une opportunité aujourd'hui qui m'est donnée de, partager mon expérience. Donc en ce qui concerne la préparation, du mariage, qui est un beau projet, mais qui est un projet également qui est très chronophage et qui financièrement, possède aussi, des enjeux très importants et c'est aussi l'objet de, ma venue donc aujourd'hui, au sein, du podcast de, ma chère Vanessa. Écoute, rentrons dans le vif du sujet, hein, vraiment, on va parler de flouze, de moula, d'oseille. Euh, Quand on parle de mariage, est-ce que tu peux nous lister tous les postes de dépenses qu'il faut anticiper quand on va se marier? Oui, très bien. Effectivement, c'est qu'on parle souvent de mariage. Oui, le mariage, c'est la célébration de l'amour entre 2 personnes, c'est la joie, c'est la fête, bien évidemment. Donc, c'est ce qui nous vient en tête lorsqu'on entend le mot mariage. Mais par contre, mariage, il y a aussi, la question financière, donc l'argent et généralement ça, on n'en parle pas trop souvent, c'est un petit peu tabou et pourtant c'est très, très important parce que dès le début, donc avoir ça en tête, ça permet de s'organiser et ça permet aussi de limiter, le stress parce que plus on avance dans l'organisation, du projet de mariage et plus le stress a tendance à monter et si on ne s'est pas organisé financièrement, ça risque d'être compliqué à long terme.
De plus, le mariage, c'est un moment qui génère énormément de dépenses. Et en termes de dépenses, vous avez par exemple donc, le lieu de réception. Donc ça, c'est une dépense qui est indispensable. Parmi les dépenses indispensables, il y a également le traiteur. Et le traiteur, généralement, c'est plus de 50% du budget. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Vient ensuite donc les dépenses du fleuriste, le DJ, la décoratrice, les musiciens et les animations, l'achat du vin, les champagnes, les spiritueux également. Bien évidemment, donc il y a l'achat des alliances, il y a l'achat de la robe de la mariée, du costume du marié, il y a l'achat des chaussures. Il faut prévoir également des dépenses bien-être, donc c'est la coiffure, c'est le make-up, c'est les ongles également. Il y a également, donc il faut prévoir aussi le véhicule pour les mariés. Donc ça, ces dépenses-là que je viens d'aborder, c'est vraiment les indispensables. C'est vraiment c'est les dépenses de base. Ensuite, bien évidemment, on peut ajouter également certaines options, comme notamment les faire-part, par exemple. Mais je mets ça dans la catégorie des options parce qu'aujourd'hui, avec des applications de mariage comme mariage.net, vous avez la possibilité de créer votre propre site de mariage où vous allez notamment donner les informations utiles à vos invités. Et donc, le site de mariage, vous pouvez ensuite partager le lien donc, via les applications comme WhatsApp. Et donc, le site de mariage, ça peut remplacer le faire-part traditionnel qu'on connaît. Mais après, je sais qu'il y a certaines personnes comme moi, par exemple, qui sont quand même on reste assez traditionnel. On aime bien le faire part qu'on envoie par la poste. Donc ça, moi, je mets ça dans la catégorie des options. Ensuite, il y a les dragées, les petits cadeaux pour les invités, que je mets aussi dans la catégorie des options parce que ça dépendra du budget qu'on a à la fin et qui permettra d'acheter des cadeaux plus ou moins élaborés. Ensuite, il y a le voyage de noces que j'ai mis dans la catégorie des options parce que un voyage de noces, on n'est pas obligé de le faire tout de suite après le mariage. On peut l'effectuer 3 mois après le mariage, 5 ou 6 mois, voire même plus. Donc, ça dépendra du budget que les futurs mariés auront après le mariage. Ensuite, pour les personnes qui ont prévu un mariage religieux à l'église, par exemple, il faut savoir qu'il y a une enveloppe que vous êtes censé notamment donner en fait à l'église, parce qu'aujourd'hui, l'église vous accompagne dans la préparation du mariage et dans la célébration de la cérémonie. Et généralement, il faut quand même aussi prévoir un budget. Mais en général, le budget pour l'église, il faut compter 300 € minimum. Maintenant que Oui. tu parles de budget, j'étais en train de me dire, tu t'es fixé un budget global, genre avant de te lancer dans tout ça, tu t'es dit, bon, mon mariage ne va pas me coûter plus de 10 000 €, ou en fait, tu t'es dit, bon, je vais faire les trucs au fur et à mesure, et après, tu t'es dit, bon, là, ça dépasse, et puis non, non, je m'arrête, ou tu t'es dit, chaque poste de dépense ne va pas me coûter tel montant d'euros. Comment tu as réfléchi à ça? En fait, moi, comment j'ai procédé? J'ai procédé plutôt. Moi, je me suis posé la question au départ, donc lorsqu'on a envisagé. Il faut savoir qu'avec mon conjoint, on se connaît depuis 5 ans. Et le mariage, en fait, c'est un projet qu'on a envisagé. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on pense en fait mariage. Et donc, petit à petit, on a commencé aussi quand même à se renseigner sur les principales postes de dépenses. Et c'est vrai que dans les échanges qu'on a eus avec des personnes qui se sont mariées, en nous renseignant également sur des outils comme mariage.net, donc ça, c'est notamment une application que je recommande vraiment aux personnes qui envisagent le mariage parce que c'est une application qui est bien faite et qui possède notamment pas mal d'articles sur vraiment les préparations du mariage. Donc, de ces recherches-là, il est sorti le fait que parmi les dépenses vraiment qui sont très, très importantes, c'est le traiteur et la salle. C'est vraiment les 2 postes clés. Et donc, partant de là, nous, on s'est dit, OK, on a commencé donc à faire des recherches de salles et recherches de traiteurs. Et donc, ça nous a permis de voir plus ou moins le budget qu'il nous faudrait déjà pour la salle et pour le traiteur. Par exemple, pour le traiteur, dans mon cas, par exemple, parce que nous, notre mariage aura lieu en Normandie et donc les traiteurs qu'on a trouvés donc en Normandie, généralement, on s'est
également renseigné sur la réputation des traiteurs, sur la qualité aussi des prestations qui étaient proposées. Et on a demandé également des informations donc, à la salle de réception que nous avons sélectionnées. Ils nous ont recommandé notamment un traiteur qui s'appelle Érisé Traiteur, donc, qui est bien connu donc, dans la région Normandie. Ce traiteur, donc, par exemple, pour un menu assis, donc pour un service à table, le menu, donc, on commence, on est à 100 euros, entre 100 et 110 euros maximum par personne adulte. 110 Donc, pour le euros par menu. personne? Pour le menu, on est à 110 euros par personne adulte. Sachant que quand je parle de menu, c'est-à-dire qu'il y a donc le cocktail qui est compris dedans. Ensuite, il y a l'entrée, le plat, le fromage et le dessert. Mais c'est le Et menu du midi ou c'est le menu du soir? non, pardon, c'est le menu, donc c'est le dîner, c'est le soir. Là, je parle du dîner de réception. D'accord, parce que moi, j'ai pas assisté à trop de mariages, donc franchement, je Oui, sais pas oui, trop comment ça se passe. oui, Le dernier mariage auquel j'ai assisté, c'était celui de mes parents, j'étais témoin oui, et je crois qu'il y avait un traiteur que pour le midi, le soir, je sais même plus. Je sais oui, oui, plus, franchement, le midi ou le soir. Ok, donc ok, 110 euros oui. par personne pour le dîner. Et le midi, on va manger comment? Le midi, le midi, c'est un peu différent parce que moi, par exemple, pour mon mariage, ma cérémonie religieuse commence à 15 heures. Donc, les invités, généralement, ils vont à midi. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont sur la route. Donc, eux, les invités s'organisent donc, pour pouvoir manger donc, pour le repas du midi. Un de mes proches qui seront donc à proximité de notre lieu de réception, donc qui auront pris des gîtes juste à proximité. Donc, eux, le matin, ils vont plutôt faire un gros brunch et ils vont nous rejoindre à l'église donc pour la cérémonie religieuse à partir de 14h45, sachant que la messe commence à 15h. En tout cas, moi, dans le cadre de mes préparatifs, pour moi, c'est pas un enjeu. C'est-à-dire que c'est chaque invité, en fait, s'organise en fonction de... c'est à chaque invité de s'organiser. Par contre, nous, les mariés, nous, on va offrir donc le vin d'honneur après le mariage, donc à partir de 17h. Ensuite, on offre également le dîner, donc, qui commence à 20h. Donc, traditionnellement, dans les mariages, c'est comme ça que ça se passe en général. Ok, je Même comprends. pour les gens pour les personnes qui feraient, par exemple, un mariage civil, donc la mairie, par exemple, si la mairie a lieu le matin, en général, des fois, ça a lieu le matin et ensuite, il y a un apéritif qui est organisé. En général, moi, les mariages dans lesquels j'ai participé, pour les gens qui faisaient que le mariage civil, eux, ils démarraient le mariage civil, ils le faisaient plutôt l'après-midi, par exemple, à partir de 14h, 15h, pour ensuite enchaîner avec un vin d'honneur et un dîner en soirée. En général, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Et pourquoi tu as choisi de te marier en Normandie? C'est parce que c'est moins cher qu'en Île-de-France? Ah, ça, c'est un vaste sujet aussi. Initialement, avec mon conjoint, lui, il voulait qu'on célèbre notre mariage dans le sud de la France parce que le sud, c'est le soleil, c'est la plage, voilà. Donc, initialement, lui, il était plutôt parti, il voulait qu'on se marie dans le sud. Moi, j'étais pas très favorable en fait au sud parce que j'ai de la famille. Donc, ma famille est en Île-de-France et il y a des amis de mes parents, on a de la famille aussi en Belgique et en Angleterre. Et donc, moi, je réfléchissais plutôt en termes de logistique parce que je me disais, OK, quelqu'un qui vient de Belgique ou des Pays-Bas, s'il vient en voiture pour descendre jusqu'à Toulon, par exemple, ou à Nice, ça fait très long. Et donc, moi, je n'étais pas très, très, très chaud pour le Sud. Mon conjoint, lui, il ne réfléchit pas en termes de logistique. Pour lui, c'est plutôt le concept. Il est très créatif. Donc, toute cette partie logistique, il n'avait pas du tout en tête, en fait. Ce qui fait que donc, on était vraiment on avait vraiment deux visions qui étaient vraiment très différentes. Mais petit à petit, je me suis dit, OK, pourquoi pas? Donc, on a commencé à faire quand même des recherches par rapport au sud de la France, parce qu'on se disait que ça a aussi ses avantages, c'est-à-dire que en se mariant dans le sud de la France, on peut se marier, par exemple, pendant la moyenne saison, c'est-à-dire au mois d'avril. Parce qu'au mois d'avril, par exemple, à Nice ou à Toulon, le temps, il est plutôt doux. Et en plus, il y a de fortes chances qu'il y ait du soleil.
Et donc, ça coûte, si on se marie au mois d'avril, par exemple, ça coûtera moins cher. Donc, c'est pour ça que j'ai accompagné l'idée initiale du coup, de mon conjoint en me disant pourquoi pas faire des recherches dans le sud parce qu'on peut aussi y trouver notre compte. Et en faisant des recherches dans le sud de la France, on s'est rendu compte que le prix des salles de réception, parce que nous, on ciblait plutôt des beaux domaines, en fait, près de la mer, bien évidemment, pour pouvoir justement profiter aussi de cette ambiance mariage près de la mer, avec le soleil, la plage. Donc, voilà, nous, ça nous faisait rêver. Et les domaines qu'on a trouvés sur Internet proposaient donc des tarifications, donc basse saison, tarification moyenne saison et tarification haute saison. Donc, on s'est rendu compte qu'au mois d'avril, ils le mettaient déjà, pour eux, c'était de la haute saison. Et en moyenne, les salles qu'on avait trouvées, il fallait compter à peu près un budget de 7 000 euros, quoi. Et après, ça pouvait monter. Il y en avait certaines, on arrivait à 9 000, 10 000 euros. Attends. Parce que depuis tout à l'heure, on est là, on blablate là, mais attends, on n'avait pas parlé des chiffres là. Donc là, vraiment, on va parler des chiffres, des comptables. Donc moi, il n'y a pas de stress sur le sujet. 7 000 euros une salle. Donc attends, explique-moi. Donc premièrement, vous avez décidé de quitter l'Île-de-France parce que ton copain voulait bénéficier d'une atmosphère pure ou différente, de voyage, de mer, tout ça. Et en fait, c'est 7 000 euros une salle en haute saison dans le sud. Et par rapport en Île-de-France, que moi j'habite à Paris, enfin moi j'habite en Île-de-France, toi aussi, combien ça coûte en Île-de-France une salle en haute saison? En fait, en Île-de-France, concernant les salles, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que en Île-de-France, par exemple, pour quelqu'un qui a envie d'organiser des gros mariages de 300 invités, par exemple, ça, c'est généralement les mariages qui sont organisés dans la communauté africaine, la communauté maghrébine. Généralement, c'est des grands mariages où il y a minimum 300 invités. Et généralement, ces mariages-là sont organisés. Il y a des grandes salles qu'on trouve dans des zones d'activité, donc des zones industrielles. Donc, généralement, c'est vraiment des très, très grandes salles où il y a souvent des trônes. Et c'est des grandes salles qui sont quand même souvent un peu décorées. Quand même, il y a souvent des fleurs, plutôt des plantes artificielles. Il y a des suspensions aussi. Donc, l'avantage, c'est que ce sont des très, très grandes salles. Il y a souvent des cuisines aussi professionnelles dans ces salles-là. La piste de danse, elle est très grande. Et pour ces salles-là, généralement, le prix de la location, il faut compter en moyenne 2 000, 3 000 euros, en général, en moyenne. Ah, donc en Île-de-France, d'accord, dans les zones Oui, industrielles, les salles, elles sont un peu moins chères, même si elles sont grandes. Et toi, du coup, donc tu m'expliquais, le plus gros poste, c'est la salle et le traiteur. Donc, du coup, vous avez décidé de prendre une grande salle, mais dans le sud, mais c'est plus cher en fait, mais parce que vous avez le cadre. Enfin, quoi comme même, in fine, vous n'avez pas validé le sud, parce que vous avez validé la Normandie. Concernant déjà ton budget global, parce que ça aussi, c'est une question qui m'intéresse. Au total, ton mariage va te coûter combien? Au total, on est à 35 000. 35 000 euros ton mariage? Oui, 35 000. Waouh! Et Moi, d'ailleurs, il faut que j'actualise un peu, je dois encore un peu actualiser mon budget parce que par exemple, là, on a un groupe de danse traditionnel rwandais qui doit intervenir, donc qui va réaliser donc des danses, donc des animations pendant le mariage. Et il nous facture pour la prestation transport inclus, donc ça va nous coûter 2 300 euros. Donc ça, c'est aussi c'est une dépense supplémentaire que je dois rajouter à mon budget. Mais en tout, oui, il faut compter 35 000 euros Mais de budget. moi, ça me semble une somme tellement énorme. Je me dis qu'il faudrait vraiment que je sois très riche pour décider de me marier, parce que je suppose que les 35 000 euros, te connaissant, tu vas les payer cash. Enfin, vous allez les payer cash, vous n'allez pas prendre de crédit. Comment vous êtes organisé pour l'organisation financière? Tu as mis en place un fichier Excel exprès que tu alimentes, que tu suis, ou c'est un fichier que vous avez mis à deux? Qui gère les finances, par exemple, par rapport à la gestion du mariage? J'insiste beaucoup sur le fait qu'un mariage, c'est vraiment un projet. On ne peut pas se lever un matin et dire
OK, je veux me marier tout de suite. Allez, je le fais. En fait, un mariage, c'est pas un projet qui s'organise en un mois, en fait. Non, non, pas du tout. Et tout, après, tout dépend de ce qu'on a envie comme mariage. Je sais que nous, personnellement, nous, on voulait quand même une cérémonie. On ne voulait pas un grand mariage de 300, 400 invités. Non, non, ça, c'est quelque chose qui ne nous intéressait pas du tout. On voulait un mariage quand même de taille moyenne. Donc là, aujourd'hui, nous, on a 160 adultes et une quarantaine d'enfants. Donc, en tout, ça fait à peu près 200 personnes. Et nous, on ne voulait pas, on voulait quand même, comme on aime bien les châteaux tous les deux, donc on était dans cette ambiance un peu de domaine et de château. Et c'est pour ça que la salle de réception qu'on a choisie également, c'est un château. Donc, ça correspond à l'idée qu'on avait en fait au départ. Et donc, tout, que ce soit le choix du traiteur ou que ce soit le choix des prestataires qu'on a choisis, bah, tout était en adéquation en fait avec l'idée qu'on se faisait du mariage initialement. Ensuite, partant de là, on a commencé donc à construire la partie financière. Donc aujourd'hui, nous, on utilise beaucoup donc l'outil Excel pour pouvoir suivre notre budget. Donc, on a fait d'abord une revue de toutes les dépenses indispensables pour le mariage. On a également intégré quelques options. Comme les faire-part, les cadeaux pour les invités, des groupes de danse aussi traditionnels pour animer la cérémonie, un groupe de gospel également pour animer la cérémonie à l'église. Et partant de toutes ces dépenses-là, en fait, on a construit donc une grande matrice sur Excel qui nous permet de suivre en fait chaque dépense, parce qu'il faut savoir que nous aujourd'hui, au niveau du suivi des dépenses, ça aussi c'est un point qui est important. Il faut, quand vous choisissez vos prestataires, négocier les délais de paiement. C'est pour ça que négocier les délais de paiement, pourquoi? Je vous donne un exemple. Avec un photographe et un vidéaste, il faut savoir que le photographe, il vient le jour J, il intervient le jour J. Donc, nous, par exemple, il sera là, il va arriver à midi. Il va prendre les photos, faire aussi des vidéos de la préparation donc, de la mariée et du marié. Ensuite, ils vont nous suivre à l'église, donc faire quelques photos et filmer la cérémonie à l'église. Ensuite, pendant le vin d'honneur, donc il y aura la séance des photos donc avec les familles et les amis. Et ensuite, bien évidemment, ils vont continuer à filmer. Donc pendant le dîner, les animations, ils vont filmer aussi l'ouverture du bal. Et en principe, donc le vidéaste et photographe à 1h du matin, ils auront terminé leur prestation. Par contre, eux, ils vont nous délivrer donc les photos et une première ébauche de vidéo. Donc, il faut compter. Ils nous ont dit donc 3 mois donc pour nous présenter donc les premières maquettes. Ce qui fait que nous, en conséquence, en termes de délai de paiement, on leur a proposé donc de régler d'abord un acompte de 20% à la signature. Ensuite, on leur a proposé donc de leur régler le jour du mariage un acompte de 40%. Et le solde, on va leur régler donc au moment de la livraison donc des maquettes. Donc, ce qui fait que nous, en termes de budget, ça nous permet aussi on sait que pour le photographe et vidéaste, on a encore 3 mois pour le régler quoi, après le mariage. Donc, ça permet d'étaler en fait les dépenses dans le temps. Donc, ça, avec tous vos prestataires, essayez de négocier, n'hésitez pas à négocier vraiment les délais de paiement. Ça vous permet vraiment d'étaler les montants. Moi, j'ai une question. Ça veut dire qu'en fait, quand tu parles de négocier, ça veut dire que tu ne payes pas l'intégralité des prestations au comptant avant. Mais quand tu dis tu payes 20% avant, tu payes 40%, ça veut dire que pendant ton mariage, là, tu vas aller lui faire un chèque dans un coin? Non, après, non, 20%, c'est-à-dire que généralement, c'est par virement. Ah, Aujourd'hui, ah, je sais qu'il y a la plupart des prestataires, ils préfèrent plutôt que tu effectues un virement. Généralement, c'est les virements. mais Les ça veut chèques. dire, mais il y a un truc que j'ai pas compris. Ça veut dire, en fait, tu payes avant, mais pendant le mariage, tu vas pas lui faire un virement. Ah Tu non, non, vas, non, c'est-à-dire que par exemple, pour le photographe, qu'aujourd'hui, sur Internet, tu peux programmer un virement à une date donnée, par exemple. c'est vrai.
C'est vrai. Voilà, Ok. tout simplement. Ouais, c'est ça. Oui, oui, non, mais j'avais complètement oublié cette option, C'est cette ça. option-là. Quand tu m'as dit je paye 20% d'acompte, 40% le jour J et le reste après, je me suis dit, mais attends, pendant qu'on sera en train de manger le poulet, elle va sortir pour aller te donner 40 euros, 50 euros. Enfin bon, bref, je ne sais Non. même pas combien ça coûte un photographe de mariage. D'ailleurs, ça coûte Oui. combien? Ah, ça aussi, c'est un sujet. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que les photographes et les vidéastes de mariage, il y en a tellement. Et tout dépend, pareil, du concept, de ce que tu as envie, en fait. Vraiment, tout dépend. Moi, personnellement, je sais que c'est l'univers de la photographie. Moi, je suis pas du tout, comment dire, moi, je viens pas de ce milieu-là. Donc, pour moi, un photographe, je regarde son book. Si ça me plaît, pour moi, c'est bon. Alors que mon conjoint, lui, il a plutôt, comment dirais-je, il est très sensible à certains détails. Je sais que pour choisir le photographe et le vidéaste, ça a été un long marathon parce que des fois, il y avait des photographes. Moi, je trouvais que le book, il était très bien, le travail était bien, mais mon conjoint, non, il n'était pas du tout. Il disait, ah non, ça manque de scénographie, il y a pas de, ça manque de créativité. Donc, mon conjoint, lui, il avait plutôt des arguments liés à la créativité. Et en fait, lui, il voyait des choses que moi, je ne voyais pas forcément. À la fin, finalement, bon, nous, on a choisi donc un photographe qui proposait également des prestations de vidéographie. C'est-à-dire que nous, pour faire des économies, ça, c'est aussi une astuce que je recommande. Donc, au lieu d'engager, parce qu'aujourd'hui, il y a des photographes, donc eux, qui ne proposent que de la photographie. Après, il y a des vidéastes, eux, qui ne proposent que de la vidéo. Mais par contre, si vous prenez un photographe individuellement et que vous prenez un vidéaste individuellement, au niveau de, si vous additionnez les deux, ça risque de vous, généralement, ça coûte plus cher. Mais par contre, vous pouvez passer par des sociétés, des fois, qui proposent des fois de la photographie et de la vidéographie également. Donc, ça vous permet d'avoir un prix plus intéressant. Donc, nous, aujourd'hui, typiquement, on est passé par un prestataire qui s'appelle Cristal Mariage Paris. Donc, c'est un prestataire qui est spécialisé. Nous, on l'avait choisi parce qu'on avait vu dans son book qu'il avait travaillé avec des couples afro. Et ça aussi, c'est quelque chose qui était important pour nous parce qu'on est africains tous les deux, moi et mon conjoint. Et au niveau de la lumière, il y a quand même aussi un travail au niveau de la lumière qu'il faut effectuer. Et donc, nous, on avait vu le book de ce prestataire et on a trouvé que le travail qu'il faisait était intéressant. Et c'est comme ça Bah, qu'on a décidé de travailler avec lui. moi, je Pardon. vais faire une nuance. Je Oui. vais faire une nuance quand même parce que vous n'êtes pas africain, vous êtes d'origine rwandaise, Oui. parce que tu as tous les débats, hein, l'Afrique, c'est pas un pays, tout ça, donc c'est important Oui. de préciser. Et donc, Oui. quand tu dis que c'est important d'avoir travaillé avec quelqu'un qui a travaillé avec un couple d'origine ou un couple racisé, on va dire, un couple de personnes noires, c'est par rapport à la lumière, parce qu'en fait, Oui. s'il a déjà travaillé avec des gens qui sont noirs, il va avoir des lumières qui va mieux les mettre en C'est ça. valeur que quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Parce que c'est important ce genre de nuance, parce qu'on peut se dire, enfin moi en tout cas, je ne te connais pas en ce sens-là, même s'il n'y a pas de jugement, tu n'es pas forcément dans la mouvance black owned, je travaille avec lui parce qu'il est noir ou parce qu'il n'a travaillé qu'avec des noirs. C'est juste Ah parce que tu non, sais que son expérience répond à des problématiques qui te touchent toi et tu veux être mise le mieux en valeur possible. C'est important parce que on peut avoir des photographes qui nous écoutent et qui potentiellement se sont jamais posé ce genre de questions, tu vois, et qui se disent ah oui, bah, j'aime travailler avec un couple racisé ou travailler avec un couple non racisé. C'est pas une problématique qui se pose, tu vois. C'est pas, il se dit pas oui, au niveau des lumières, ça va changer quelque chose, alors que toi. Mais tu as déjà vu la différence d'ailleurs sur d'autres mariages? Moi, pour le coup, tu vois, c'est pas une question que je me serais posée. ah oui, non, mais effectivement, en fait, tu fais bien de préciser ce point-là. En fait, nous, en choisissant de travailler avec ce prestataire-là, on ne se disait pas, oui, on travaille avec ce prestataire-là parce que c'est un prestataire afro, donc on soutient, c'est en raison d'arguments. En fait, on veut travailler avec lui parce que c'est un afro et parce qu'on veut soutenir le business afro. Non, non, c'était pas dans cette optique-là. On a travaillé avec lui parce qu'on a vu qu'il travaillait notamment dans le book, donc il travaille avec
des clients européens, des clients asiatiques, il y a aussi des clients africains. Et donc, en voyant son book-là, on s'est dit, tiens, en fait, on s'est senti aussi, on s'est dit, tiens, il saura comment régler, par exemple, la lumière pour pouvoir nous mettre en valeur. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, D'accord. qu'on a choisi de… En fait, en tout cas, c'est un des aspects qui fait que on a aussi, on l'a présélectionné, en fait. C'est la même chose aussi avec le DJ qu'on a sélectionné, c'est-à-dire que on a vu que, par exemple, nous, notre DJ, donc c'est un DJ qui est spécialisé donc dans les mariages mixtes, c'est-à-dire qu'il peut mixer, mettre de la musique aussi bien africaine, mais aussi de la musique des années 80 européenne. Donc, ce qui fait que, voilà, tous les invités, quel que soit leur goût musicaux, vont pouvoir s'y retrouver. Et nous, par exemple, personnellement, comme on est d'origine africaine, on aimerait bien qu'il y ait, par exemple, des musiques congolaises aussi pour pouvoir danser. Et on sait que notre DJ, du coup, il s'y connaît très bien. Donc, il va pouvoir nous faire cette proposition-là. Et on a des amis aussi qui sont européens, donc qui aiment bien écouter voilà, la musique des années 80. Et on sait que le DJ pourra aussi nous faire des propositions sur des musiques des années 80. Donc, et c'est comme ça qu'on a décidé donc de travailler avec lui, notamment. Ouais, même si moi je voulais quand même rajouter, parce que nous connaissant, on n'a rien contre les business black owned, hein. Enfin, moi je Non, sais que si je vois un créateur qui est racisé et qui me propose un produit, ben, je serais heureuse de le soutenir et ça me bien fera sûr, plaisir de me dire que quelqu'un qui me ressemble a créé quelque chose de bien. Mais oui, c'est pas le pourquoi en fait on va forcément travailler. Je dis on parce que je crois que là-dessus on est plutôt alignés toi et moi. C'est pas parce que tu es racisé que je vais travailler avec toi. Si ton travail ne me met pas en valeur ou ne me convient pas. bien sûr, Parce qu'il y a toutes sortes de débats hein, là-dessus. D'ailleurs, c'est pas le débat du jour, mais ça sera oui, intéressant de bien sûr, réfléchir sur la thématique. D'accord. Donc, en fait, par rapport aux photographes, OK, vous avez pris en compte vos spécificités. Et oui. moi, ce que j'aurais voulu savoir aussi, c'était concernant les pièges qui peuvent ruiner un budget. Parce que moi, déjà, je me dis 35 000 euros un mariage, pour moi, déjà, c'est un trap. Rien que le mariage, même, c'est un trap. Même si c'est important, hein, mais 35 000 euros, c'est quand même le prix d'un apport pour un appart, presque un deux pièces hein, dans C'est ça. certaines villes. Donc, juste pour une cérémonie, parce que moi, quand j'étais bancaire, j'ai financé des mariages. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui était venu emprunter 50 000 euros. J'ai fait un crédit à la consommation. Après, j'avais demandé pourquoi. Il m'a dit un mariage. Franchement, j'ai cru que mes cheveux, là, j'aurais pu tout perdre, tellement pour moi, les montants sont astronomiques. Et je sais que tu es quelqu'un qui gère très, très bien son argent. Et si ça t'a coûté 35 000 euros, je sais que c'est 35 000 euros qui ont été bien réfléchi, bien anticipé, bien dépensé. Donc, c'est que pour la qualité, ça coûte quand même cher. Et la question que moi, je voulais savoir, du coup, c'était est-ce qu'il y a des pièges à éviter qui peuvent ruiner un budget? Est-ce que toi, tu as vu des trucs et tu t'es dit, mon Dieu, si j'étais partie dans ça, le budget, il aurait été interminable ou heureusement que j'ai posé telle action qui a fait en sorte que j'ai économisé de l'argent. Oui. C'est-à-dire que, en fait, en parlant de pièges, premier piège à éviter, selon moi, c'est ne pas lire en détail les devis des prestataires. C'est-à-dire que si vous ne lisez pas bien, parce que en fait, quand on prépare un mariage, voilà, on va solliciter notamment avec les applications comme mariage.net, c'est facile. Franchement, pour contacter les prestataires, c'est vraiment pas compliqué. Donc, vous pouvez faire des demandes. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que vous pouvez contacter beaucoup de traiteurs, demander donc des devis. Pareil pour les photographes, c'est la même chose aussi pour les salles de réception. Donc, vous allez recevoir énormément de devis. Par contre, je vous recommande de vraiment prendre le temps de lire en détail les devis des prestataires et notamment des décoratrices fleuristes, notamment, mais également surtout des traiteurs. J'insiste bien sur les traiteurs. Pourquoi? Parce que le traiteur, comme je l'ai dit initialement, c'est au moins 50% de votre budget global. Et généralement, le traiteur, certains traiteurs, des fois, ont tendance dans les devis à inclure des options, des services en fait supplémentaires qui vont venir faire grimper l'addition. Pareil pour les décoratrices fleuristes. Donc, ils vont vous facturer des frais de transport, de livraison
qui ne sont pas forcément justifiées. Et donc, ça, c'est des choses que vous pouvez repérer dans les devis et ça peut vous servir de base pour négocier en fait les devis. Parce qu'il faut savoir qu'un devis, quand vous le recevez, il ne faut pas le prendre pour comptant. Donc, un devis, ça se négocie. Et vous pouvez bien négocier un devis si vous faites votre demande assez tôt. C'est-à-dire que, par exemple, si aujourd'hui vous avez un projet de mariage, généralement, un mariage, ça se prépare 1 an en avance. 1 an en avance, pourquoi? Parce que si, par exemple, vous avez pour votre salle de réception, si vous le réservez 1 an en avance, c'est plus facile en fait de négocier parce que vous n'êtes pas pris par le temps. Pareil pour le traiteur. C'est plus facile de négocier son traiteur 1 an en avance que 3 mois avant. Mais comment Et tu fais pour négocier? Tu lui dis bonjour, j'ai vu moins cher chez X pour le même repas. Moi, je ne sais pas, je ne saurais pas négocier. Comment tu fais pour négocier le prix d'une salle de mariage ou le prix d'un traiteur? Qu'est-ce que tu négocies d'ailleurs? par exemple, pour la salle de réception, si vous décidez, par exemple, d'organiser votre cérémonie pendant la basse saison, c'est quand? Généralement, la basse saison, c'est de octobre à février. C'est plus facile de négocier une salle de réception parce que pendant cette période-là, il y a souvent très peu de mariages. Et les propriétaires des salles de réception, généralement, ils ont envie de faire tourner aussi ils n'ont pas beaucoup de clients. Donc, c'est plus facile de lui demander, par exemple, un rabais de 30%, 40% pendant la basse saison que pendant la haute saison, par exemple. Un autre point, pour négocier la salle de mariage, tout dépend aussi du lieu. C'est-à-dire que si vous faites votre mariage, par exemple, à la campagne, c'est aussi plus facile de demander, par exemple, une réduction de 30%. Parce que si la salle se trouve, par exemple, dans un petit village éloigné et qu'à côté, il n'y a pas, par exemple, des hôtels ou des gîtes pour pouvoir pour pouvoir loger vos invités, vous pouvez demander en contrepartie une réduction de 20, 30, 40%. En justifiant le fait que voilà, c'est situé dans un lieu éloigné et que vos invités devront faire de la route pour pouvoir trouver des hôtels pour se loger. Tu as réussi à obtenir ce genre de rabais? Moi, par contre, nous, la salle qu'on avait trouvée, c'était une salle qui nous plaisait bien, qui a du cachet et qui proposait aussi des logements sur place. Donc, nous, au niveau de la négociation, on n'a pas et le prix qui était proposé, on l'a comparé par rapport aux autres devis qu'on avait reçus. Le prix de la salle de réception s'était aligné en fait au prix du marché, voire même légèrement un petit peu moins cher pour les châteaux de la même catégorie. Ce qui fait que nous, par contre, ce qu'on a négocié, c'est des nuits gratuites donc pour nos familles en fait qui vont loger au château. Donc ça, c'est des choses qu'on a négociées. Donc avoir du coup 2 nuits, donc une nuit gratuite au château au lieu que ça nous soit facturé. Donc ça, c'est en termes de négociation. Donc en fait, vous pouvez négocier soit le prix de la prestation en elle-même. Sinon, si vous ne pouvez pas jouer sur le prix, vous pouvez négocier sur les délais de paiement. Vous pouvez aussi négocier sur demander des prestations en plus. Mais tout dépend du contexte dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que si vous, à un moment donné, par exemple, un traiteur qui est un traiteur de qualité quand même, qui a une bonne réputation et en qui vous avez confiance, vous savez que le jour J, il va vraiment assurer sa prestation, il ne va pas y avoir de mauvaises surprises. Ce traiteur-là, généralement, c'est difficile des fois de négocier, de faire baisser les prix. Typiquement, pour nous, le traiteur Érisé, lui demander de baisser la facture de 20%, c'est pas possible. Il va vous dire non. Par contre, vous pouvez lui demander, nous, on lui a demandé, par exemple, des services supplémentaires. Par exemple, au niveau pendant le vin d'honneur, on a négocié, on lui a demandé, par exemple, des planchas. Donc, on lui a demandé, voilà, c'est des animations chaudes, en fait. Il nous a offert 2 animations chaudes. Donc, c'est des petits trucs comme ça qu'on demande en plus. Et au niveau de la prestation aussi avec le traiteur, on lui a demandé des services, notamment au niveau de la mise en place des tables. On a demandé aussi des manches debout en plus, gratuits. Donc, nous, on a plutôt joué on lui a demandé des prestations supplémentaires qui ne figuraient pas au devis. Et la question que je me pose, c'est concernant ton entourage,
comment est-ce que tu as fait pour que ton entourage ne s'introduise pas trop dans ton organisation? Est-ce que tu as réussi? Est-ce que l'implication de l'entourage, ça peut influer sur ton budget à la hausse ou à la baisse? Comment tu as fait? Nous, concernant l'entourage, initialement avec mon conjoint, quand on discutait souvent de mariage, on s'était dit que nous, le jour où on va préparer notre mariage, on a envie de le préparer vraiment nous-mêmes, donc de sélectionner nous-mêmes nos prestataires et de faire nous-mêmes les demandes de devis. Et en fait, on tenait vraiment à sélectionner vraiment nous-mêmes nos invités, nos prestataires. On ne voulait pas que ça soit nos proches qui nous sélectionnent des traiteurs, qui nous sélectionnent des cavistes pour le vin, qui nous sélectionnent la salle de mariage. Non, non. C'est quelque chose qui ne... On n'était pas intéressé par cela. Par contre, avec la famille, il faut quand même faire preuve de compromis, surtout dans un projet comme le mariage. On a décidé donc de les faire participer plutôt le jour du mariage, c'est-à-dire que le jour de l'événement, vu que nous, les mariés, on peut pas, nous, on peut rien faire le jour du mariage, on a plutôt décidé de leur affecter en fait des tâches. Donc, leur confier des tâches pour lesquelles ils seront responsables. Et donc, pour nous, on s'est dit que c'est une manière aussi de les impliquer et c'est une manière aussi, quelque part, de faire en sorte qu'ils se sentent investis par une mission et qu'ils aient aussi l'impression d'avoir apporté leur part de contribution. Donc, nous, c'est de cette manière qu'on a décidé de les faire participer. Et si tu avais des conseils à donner à une amie, genre moi, si tu avais des conseils à donner à une amie, genre moi, qui veut se marier, Oui. enfin non, je vais retirer, je ne veux pas forcément me marier. Bon, je vais refaire cette question. Si Bon, tu c'est avais vrai. des conseils, ouais, non, non, j'avoue, non, j'ai rien contre le mariage, mais ça coûte cher en fait. Et moi, je considère que je suis encore dans une phase dans ma vie où je construis mon patrimoine. Et dans mon patrimoine, je suis à 35 000 euros près, littéralement. Tu vois, je suis littéralement à 35 000 euros près. Si j'ai 35 000 euros près en cash, je vais les mettre dans acheter un appartement ou un bien ou les investir dans mon entreprise. C'est peut-être parce qu'après, je suis célibataire, tu vois, je ne suis pas mariée. Donc, pour le coup, moi, ça ne me semble pas si important. Mais je me demande si je ne serais pas du genre, tu vois, à faire les mariages vraiment cheap, tu vois, ou alors mariage à Las Vegas. Mais 35 000 euros, ça me paraît un montant tellement important. Pourtant, c'est un jour magnifique et hyper important, mais ça me semble... Bon, bref, voilà pourquoi, tu vois, je disais que moi, je suis pas du tout prête à me marier là, mais même si on ne sait jamais, tu as raison, je peux tomber sur un milliardaire, sur un malentendu. Mais si tu avais des conseils à donner à une amie qui veut se marier, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire et de ne pas faire, surtout au début? Donc, en termes de conseils, je dirais que le mariage, on l'a dit tout à l'heure, c'est un projet. Et comme tout projet, il faut s'organiser, il faut anticiper. Donc ça, c'est vraiment des conseils pour moi qui sont indispensables, organisation et anticipation. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi, en tant que futur marié, bien définir surtout sa vision du mariage. Qu'est-ce que nous, personnellement, on a envie? Parce que généralement, l'entourage proche, les amis, ils ont souvent une vision en fait du mariage. Et généralement, c'est la vision que eux, ils ont, qu'ils aiment. En fait, c'est la vision qu'ils ont pour eux-mêmes. Et du coup, généralement, ils veulent, la vision qu'ils vont te donner, c'est la vision que eux, ils auraient voulu pour eux-mêmes. Mais ça correspond pas forcément à ton besoin, à toi. Donc, d'où l'importance pour les futurs mariés, de bien réfléchir à ce que eux, ils ont envie. Moi, par exemple, j'ai des amis, typiquement, eux, qui ont fait des mariages qui leur ont vraiment pas coûté cher, hein. Donc, ils ont pris, en termes de salle de réception, donc ils avaient privatisé une salle des fêtes municipale. Et il y a des salles des fêtes municipales qui sont souvent qui sont bien. Et au niveau du traiteur, donc ils ont plutôt mobilisé la famille donc pour cuisiner et donc cuisiner pour les invités. Donc ce qui fait qu'ils ont économisé donc sur la partie traiteur. Et au niveau de la décoration du fleuriste, certains donc ils ont
fait eux la décoration pour pouvoir faire des économies. Donc, ils sont partis, par exemple, en forêt, des fois, tu peux cueillir du lierre. Donc, ça permet de faire des petites compositions végétales assez sympas. Ensuite, tu peux aller chez le fleuriste et acheter des fleurs des fleurs de saison. Et généralement, les fleurs de saison, ça coûte pas très, très cher. Et si toi-même, tu fais tes compositions, généralement, ça te revient moins cher que si tu fais appel à la fleuriste pour constituer elle-même les compositions. Et voilà, donc il y a toujours aussi cette possibilité-là de faire des économies, mais ça dépend du concept qu'on a défini initialement. Donc, ça dépend de ses propres envies. Et donc, en termes de conseils, c'est ça. Donc, anticiper, s'organiser, bien définir ses envies surtout. Et ensuite, toujours communiquer avec son conjoint et ne pas oublier que le mariage, et les préparatifs, ça doit être aussi un moment de joie, quoi. Donc, à un moment, parce que des fois, moi, j'ai remarqué que dans le mariage avec son conjoint, des fois, il y a des moments où on se dispute aussi, quoi. Parce que oui, il y a le stress et il y a des moments où oui, on peut se disputer. Mais d'où l'importance aussi des fois de faire une pause, en fait, de se retrouver pour pouvoir extérioriser le stress et prendre un peu de repos, prendre un peu de force et se remettre en marche. Donc, c'est important à un moment donné de toujours communiquer avec son conjoint pendant les préparatifs. Sinon, des fois, ça peut être assez compliqué, quoi. C'est les conseils que je donnerais, donc d'anticiper, de s'organiser, de s'écouter et de parler avec son conjoint, quoi. De pas oublier que le mariage, oui, c'est vrai que c'est un moment assez important, on se met la pression. C'est aussi un moment qu'on doit profiter et vivre à deux avec son conjoint, quoi. Donc, ça, faut pas l'oublier. Et la question que je voulais te poser aussi, c'est est-ce que tu as le sentiment, parce que vous êtes tous les deux d'origine rwandaise, est-ce que tu as le sentiment que ça coûte plus cher? Je ne sais pas, tu as sûrement participé à des mariages réalisés par des personnes qui ont une origine autre que africaine ou camerounaise ou congolaise ou autre. Bref, des gens qui viennent d'un autre continent que d'Afrique. Déjà, oui ou non? Parce que moi, j'avoue non, mais toi, peut-être? Oui, oui, moi, j'ai déjà participé à des mariages franco-ivoiriens, franco-camerounais. Et donc, il y avait aussi le mariage traditionnel. Pareil, j'ai participé dans des mariages franco-rwandais où donc il y a le mariage civil donc à la mairie, le mariage religieux, mais il y a aussi le mariage coutumier ou mariage traditionnel. Et ça fait aussi grimper la note parce que, par exemple, dans le cas du mariage, moi je suis d'origine rwandaise, donc dans le cas de la tradition rwandaise, par exemple, il faut savoir que dans le mariage traditionnel rwandais, il y a une cérémonie qu'on appelle Gufatirembo. En gros, c'est l'équivalent du toqué à la porte chez les Camerounais. En gros, c'est une cérémonie pendant laquelle la famille côté du garçon vient rendre visite à la famille de la fille. Et à cette occasion, donc la famille de la fille prépare donc un grand repas. Et donc c'est une grande cérémonie. Donc des fois, ils peuvent accueillir une cinquantaine de personnes, 70 personnes. Donc des fois, ça peut demander quand même de faire des préparations, c'est des grands repas. C'est des cérémonies pendant lesquelles il faut aussi prévoir de l'alcool parce que les gens, ils boivent, donc c'est indispensable. Et donc ça aussi, ça fait monter la note. Cette cérémonie-là, c'est toi qui payes? C'est tes parents qui payent? Quand tu dis que ça fait monter la note, qui paye? Généralement, c'est la famille des mariés c'est la famille de la fille qui vont payer. Généralement, c'est eux qui payent, en général. Mais après, tout dépend des familles. Des fois, les mariés vont préférer, donc c'est la mariée et le marié, donc le couple, qui vont donner l'argent donc à la famille et c'est la famille qui va faire les achats des alcools, les achats de la nourriture qu'il faut cuisiner. Donc indirectement, en général, des fois, c'est quand même le couple qui va payer, qui va contribuer aussi financièrement, en général. Parce que je pose la question, parce que du coup, c'est un élément qui est surprenant que moi je découvre, c'est que potentiellement, si on ne fait pas attention, ça peut coûter plus cher dans la tradition à la famille de la fille, en fait, de se marier, non?
Ah oui, 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 ça peut coûter. Est-ce que ça coûte plus tard? Je sais pas si ça coûte plus tard, parce que le Gufatirembo, donc c'est la famille de la fille qui accueille, donc c'est eux qui sont censés recevoir donc la famille du garçon. Mais après, la famille du garçon, eux, généralement, c'est eux qui financent normalement le mariage religieux, en principe. Normalement, c'est eux qui prennent en charge le mariage religieux, en général. Donc, si je récapitule, la cérémonie, la première, là, où la famille du garçon vient chez la famille de la fille, c'est la famille de la fille qui paye. Des fois, le couple aide, mais globalement, ça peut être la famille de la fille qui paye. Par contre, le mariage religieux, c'est la famille du garçon Du qui va garçon, payer. oui. Ok, d'accord. Donc, en fait, il y a une forme d'équilibre. Et Oui, donc, oui, reprendre, tu oui, me oui, disais c'est équilibré quand même. ok, donc, du coup, tu me disais qu'il y avait donc cette première cérémonie, il y en avait une seconde, c'est ça? Oui. Il y a le Goussaba, donc c'est la dot. Et pour le Goussaba, c'est la famille de la fille qui organise. Donc, c'est eux Encore? qui reçoivent. Oui, oui, c'est eux qui reçoivent. Parce que c'est la famille du garçon qui viennent payer la dot. Et donc, c'est la famille de la fille qui reçoivent. D'accord. Ah C'est oui, ça. donc la première cérémonie, la famille du garçon vient dire qu'ils veulent épouser la fille. C'est ça. Entre-temps, il y a la dot qu'ils payent. C'est ça. Et du coup, ils font une deuxième cérémonie après avoir payé la dot pour C'est ça. dire donc pour dire qu'il y aura le mariage, c'est ça? Et après, eux, ils financent le mariage religieux. Exactement. Mais Waouh. après, ça, c'est par exemple au Rwanda, c'est ce qui est fait. Après, ici en Europe et par rapport à nous, je veux dire, la génération des trentenaires aujourd'hui qui nous marions, généralement, c'est les mariés qui organisent, qui financent toutes les cérémonies. Après, les familles, oui, ils donnent aussi des contributions, mais en général, c'est les mariés qui vont financer les deux. C'est les mariés qui financent tout, en général. Parce que justement, comme on est plutôt dans, comment dirais-je? Parce que, en fait, précédemment, moi, par exemple, si je vois la génération de mes parents, eux, quand ils se mariaient, ils n'avaient pas leur mot à dire. C'était les familles, en fait, qui finançaient tout. Mais par contre, du coup, c'était les familles qui choisissaient, qui décidaient pour tout. Eux, ils n'avaient pas leur mot à dire. Ils avaient juste à s'habiller et à s'asseoir et c'est tout. Alors que nous, aujourd'hui, notre génération à nous, toi, tu veux choisir ton traiteur, tu veux ton photographe, tu as ton… En fait, comme tu veux vraiment piloter l'organisation de ton mariage, tu veux vraiment que ce soit à ton image, forcément, c'est les mariés qui financent. Parce que justement, comme quand c'est toi qui finances, du coup, ta famille, c'est pour ça que quelque part aussi l'entourage, comment dirais-je, ils vont pas trop s'ingérer dans les préparatifs vu que c'est toi qui finances. Par contre, quand c'est la famille qui finance tout, bah, il peut pas, c'est difficile de les éloigner des préparatifs parce que ils t'expliquent que c'est eux qui ont financé. Donc, quelque part, c'est eux ils ont leur mot à dire pour tout, quoi. Je sais pas si je suis claire dans mes explications. Non, c'est assez Mais clair. Moi, je c'est ça, comprends que de toute façon, c'est toujours ça. C'est celui qui paye qui a le pouvoir. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a pas. c'est On va ça, résumer le truc très simplement. c'est ça. Euh, Bah, écoute, Marie, tu nous as donné beaucoup d'informations. Là, franchement, je te remercie. J'ai une dernière chose à te demander. Est-ce Mhm. que tu pourras m'envoyer le fichier que tu as construit pour ton mariage, sans les chiffres évidemment, mais avec tous les postes de dépenses, afin que je puisse le mettre gracieusement à disposition de la communauté. Comme ça, elles auront déjà un exemple de fichier Excel avec tous les postes de dépenses auxquels penser et à D'accord. utiliser si jamais elles veulent s'en servir et qu'elles ne savent pas comment faire en fait. Je trouve que ça peut être une bonne base. Tu vois, tu as déjà un fichier Excel sur lequel tu t'appuies pour pouvoir et que tu enrichis avec ta propre histoire, tes propres besoins qui existent. Oui, oui, bien sûr, je te l'enverrai, je te l'enverrai. Et un dernier mot que je voulais dire, c'est, bon, après, il ne faut pas non plus s'inquiéter. C'est que quand, tout à l'heure, je te parlais du montant de 35 000 euros, oui, ça peut faire peur. Mais aujourd'hui, j'ai compris cette crainte. Mais non, franchement, aujourd'hui, il est tout à fait possible d'organiser.
un mariage même avec un budget de 5 000 euros, c'est possible. Mais par contre, avec 5 000 euros, c'est sûr qu'il y a des choses, ça va demander de faire beaucoup de choses par soi-même. Ça va demander également de faire énormément travailler son entourage pour beaucoup de choses. Donc ça, c'est évident. Donc tout est possible. Par contre, tout dépend en tout cas, pour quelqu'un qui envisage un mariage, il faut déjà définir qu'est-ce qu'on a envie exactement, c'est quoi son concept. Et en fonction de ça, il faut aussi définir quels sont ses moyens et ensuite planifier, anticiper. Ça, c'est vraiment super important, quoi. Ça évite d'être stressé, ça évite de mal vivre aussi ce moment quand même qui est assez important dans une vie. Voilà, tout simplement. Mais après, comme je disais, vraiment, tout est possible, mais c'est juste essayer d'aligner ses envies par rapport aussi à ses moyens. Et la dernière question que j'avais, c'est est-ce que tu as envisagé de passer par un wedding planner ou c'est l'argent qui t'a dit, est-ce que c'est le budget qui t'a bloqué ou tu voulais tout faire toute seule, donc c'était même pas une option? En fait, un wedding planner, j'avais lu pas mal parce que je regardais sur Insta, il y a des wedding planners que je suis. Il y a par exemple Elodie Vilmus, qui est wedding planner, qui anime aussi des émissions à la télé sur le mariage que je suis énormément. Et oui, un wedding planner, ça permet ça a son utilité. Mais par contre, un wedding planner aussi, il faut savoir que c'est un coût. Et moi, par rapport à mon budget et par rapport à ce que le wedding… Parce que honnêtement, aujourd'hui, avec des outils comme mariage.net, honnêtement, pour moi, j'ai l'impression que mariage.net, c'est un peu comme un wedding planner, en fait. Ça te permet… Parce qu'aujourd'hui, normalement, moi, la compréhension que j'ai du rôle du wedding planner, c'est t'aider pour le choix de tes prestataires, c'est t'aider à faire ton budget, c'est t'assister aussi pour l'organisation en termes de timing. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris le rôle du wedding planner. Mais sauf qu'aujourd'hui, tu as des outils comme mariage.net, tu as des outils comme Trello qui te permet de choisir tes prestations, tes prestataires. Trello, ça te permet de suivre dans le temps, en fait, les différentes étapes de ton mariage. Ça te permet de t'alerter quand tu es en retard, par exemple, sur une tâche. Et ça te permet de te dire, OK, il faut que je mette un coup de collier, par exemple, sur cette étape-là qui est en retard. Donc, ce qui fait que nous, à la fin, on s'est dit qu'au lieu de mettre 4 000 euros pour payer un wedding planner, on préfère mettre les 4 000 euros pour payer nos vins et champagne, par exemple. Donc, c'est un choix, nous, personnel qu'on a fait. Mais par contre, en faisant ce choix-là, c'est sûr que nous, ça nous demande aussi de passer du temps toutes les semaines à faire des revues de notre budget, faire aussi la revue de notre rétro-planning. Voilà, donc ça nous demande quand même un peu d'investissement personnel. Ok. Voilà. Bon, merci beaucoup, Marie, franchement, pour toutes ces informations. Merci à toi de m'avoir invitée et merci également à toutes celles qui m'ont écoutée. J'espère que ça va pouvoir vous aider dans l'organisation de votre mariage et bon courage. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Bisous.